Là où je crois que mon passé d'entrepreneur m'aide peut-être le plus au sein de la ville, puis des fois ça peut déranger, ça peut déranger au sein de la ville, mais c'est bien, c'est que c'est le mindset, c'est l'état d'esprit entrepreneurial. Quand tu es entrepreneur, souvent tu carbures sur la passion, pas sur le gros chèque de paye, du moins pas dans les premières années, c'est certain. Et non. Tu dois être en mode agile, en mode lean. Tu dois réussir à faire beaucoup avec peu. Tu dois essayer d'avoir une compréhension globale des problématiques ou de ton organisation. Puis aussi, il faut que ça balance sur le plan d'affaires. Si ça balance pas, ça peut pas continuer. Tu fais pas juste brûler exact. Sans arrêt. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose, l'état d'esprit entrepreneurial que j'ai encore aujourd'hui puis que je pense qui est vraiment ma nature première. Bien, je l'ai encore avec moi, puis c'est comme ça que je vois tous les dossiers à la ville. Puis des fois, c'est sûr qu'un gouvernement n'a pas toujours le réflexe de se poser la question de est-ce que c'est rentable ou est-ce que ça va balancer, est-ce que ça en vaut la peine financièrement? C'est quoi le retour sur investissement de mettre 10 millions dans ça ou dans ça? Puis des fois, il n'y a pas de réponse simple ou évidente, mais je pense qu'on doit développer ces réflexes-là pour bien gérer les deniers publics, puis aussi avoir une organisation qui va être le plus efficiente, le plus agile possible. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Parce qu'on a à cœur le Québec d'aujourd'hui et de demain, on est là pour soutenir les leaders d'ici, engagés, visionnaires et passionnés. Ensemble, on s'investit pour avoir un impact positif sur notre société. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation pour cet épisode où est-ce qu'aujourd'hui on part sur le terrain et on va en mode déranger le monde dans leur bureau. On connaît tous l'histoire, en fait, des deux gars en T-shirt qui allaient changer le monde. Steve Jobs, qui était chez ses parents, Larry Page, Sergey Brin de Google, qui était dans leur garage, Jeff Bezos d'Amazon avec ses bureaux faits de vieilles portes. C'est l'image de l'entrepreneuriat, le génie qui réinvente le futur, en fait, avec 3 bouts de ficelle puis une connexion Wi-Fi. That's it, c'est tout ce qu'il a besoin. Oui, c'est romantique, oui, c'est inspirant, mais on va se le dire, en 2026, le mythe du garage, c'est en train de devenir un piège. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est que si tu restes enfermé trop longtemps dans ton garage, tu vas finir par manquer d'oxygène. Tu vas mourir de faim, tu vas être seul avec ton idée que personne n'aura jamais vue au final. Puis ça, c'est triste, on veut pas ça. Mais changer le monde avec ses idées, celle qui survit au-delà du hype, en fait, c'est plus qu'en mode solo. Il faut qu'on aille rencontrer le terrain. Il faut que tu sortes de ton sous-sol. Puis je m'excuse de le dire, mais sinon, tu es un geek qui se tape un trip techno. C'est exactement pour ça qu'on est sorti du studio aujourd'hui. On n'est pas à Montréal, on n'est pas dans notre studio, puis on n'est même pas dans une tour au centre-ville. En fait, on est à Laval. Et croyez-moi, oubliez vos préjugés sur le 450 parce qu'on est au cœur d'un projet qui est vraiment en train de faire vraiment jaser. Donc aujourd'hui, bienvenue dans les bureaux de TerraX, propulsés par Laval Économique. TerraX, c'est pas un garage, bien que le look industriel qu'on voit derrière moi, c'est très réussi. C'est l'accélérateur qui va bouleverser les normes, en fait. C'est un accélérateur conçu pour provoquer des rencontres entre les startups techno, mais aussi les entreprises qui sont plus traditionnelles. Puis là où ça devient vraiment intéressant, c'est là qu'on va aller gratter aujourd'hui. Pourquoi une ville se lance dans cette aventure-là? Est-ce que c'est l'ambition de Laval Économique de devenir le Silicon Laval? Pourquoi? Est-ce que, en fait, y a-t-il une stratégie beaucoup plus grande derrière? C'est là que je me pose la question. C'est là que je vous pose la question aussi. Est-ce que c'est le rôle d'une ville de jouer à l'investisseur ou, en fait, de prendre du risque? Pourquoi la ville a les 2 mains dans le moteur de l'innovation? Pour y répondre, aujourd'hui, on a réuni un casting assez explosif autour de la table pour cette question-là. D'abord, ceux qui ont eu la vision, le carnet d'adresses. On va recevoir le maire de Laval, Stéphane Boyer, un entrepreneur devenu politicien qui ne gère pas sa ville comme les autres, en fait. On va aussi avoir Bernard Pitre, le commissaire en chef de l'innovation pour Laval Économique, un des architectes derrière cette stratégie, mais rien de tel que d'entendre aussi la bouche d'un entrepreneur qui l'a vécu. Et pour vérifier tout ça, que c'est du solide, on reçoit celui qui le vit, l'entrepreneur qui doit livrer la marchandise. Il s'appelle Zen Chen, cofondateur de Paperminds. Il a réussi l'impossible. Il a créé une intelligence artificielle avec laquelle les gens veulent parler pendant plus de 20 minutes. Oui, 20 minutes avec une machine sans raccrocher au nez. C'est ça, la science. C'est plus de la science-fiction. En fait, c'est déjà lancé, ça existe.
Donc, attachez votre ceinture, on va parler d'argent, on va parler de risques, on va parler de l'avenir de la techno au Québec et où est-ce que ça se joue. Donc, en toute attente, au nord du pont P9. Bienvenue au Dérangeant, édition spéciale dans le garage de TerraX. On écoute ça à l'instant. C'est beau la techno, mais ça sert à rien, en fait, si personne ne l'achète. Le problème qu'on a au Québec, c'est qu'à la fois les startups que les entreprises manufacturières sont pas dans les mêmes 5 à 7. C'est pas deux mondes qui visent à se rencontrer. Et en fait, la solution que Laval Économique a mis de l'avant, c'est de fonder TerraX. Et pour en parler, vraiment comprendre l'histoire derrière ce magnifique espace qu'on vient déranger aujourd'hui, en fait, on a la chance d'avoir un des architectes de ce projet ambitieux, ce projet un peu fou, un peu dérangeant, devrais-je dire, Bernard Pitre, en fait, qui est commissaire à Laval Économique à l'innovation. Bonjour. Bonjour. Merci, en fait, de nous accueillir, ma foi. Ah, ben mon Dieu, le plaisir, un grand plaisir. Es-tu fier quand tu regardes ce que vous avez bâti, là? Je suis fier, puis c'est drôle parce que quand tu le dis, je pense que les poils m'hérissent un peu. Oui, je suis fier, puis je suis fier avec une équipe extraordinaire, puis avec la vision qu'on a eue de pouvoir mettre ça de l'avant. Donc, oui, la réponse est oui. Très fier. Ben moi, je suis content parce que les dérangeants, au début, l'idée, c'était de venir déranger du monde dans leur espace de travail. Donc, on fait exactement ce pourquoi on a fondé le balado aujourd'hui. C'est de venir prendre votre temps puis de venir découvrir ces pépites d'or-là qu'on a au Québec. Puis j'aurais tendance à commencer avec la question dérangeante, Bernard, c'est pourquoi Laval a besoin de son accélérateur? Ben, en fait, la vision est venue de Lydia Divry, qui est notre directrice là, de Laval Économique, qui est arrivée de Techno Montréal, puis qui est arrivée à Laval, puis s'est dit... On parle de 2018-2019. On parle de 2019, juste avant la pandémie. Puis elle avait une vision. Cette vision-là, c'est de dire comment on peut créer de la valeur avec des startups, puis comment on peut créer de la valeur avec nos entreprises aussi. Puis... Cette question-là est arrivée très rapidement, puis elle s'est dit, ben pourquoi pas faire un accélérateur? Et un accélérateur bien différent de qu'est-ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'incubateurs au Québec, mais un accélérateur, comment travailler avec des gens qui sont en pré-commercialisation, commercialisation? Mais moi, je suis curieux d'entendre. De Lydia qui amène ça dans un meeting de conseil de ville. Ça a été quoi la réaction des gens autour de la table? Là? Ça a-tu été, ben non, c'est pas notre job, voyons donc, t'es drôle? Ou au contraire, il y avait du foisonnement, puis là, ça a créé un momentum? J'étais pas là à l'époque, mais je peux te dire qu'avec les gens qui étaient autour de la table, qui sont des élus, qui sont de la direction générale, c'était des gens qui avaient pas peur de prendre des risques. Et puis aujourd'hui, on hérite d'un maire qui a encore pas peur de prendre des risques. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis... je pense que le thème est bon, dérangeant. Je pense qu'on voulait déranger aussi. Ben, écoute, mission accomplie, en fait. Puis aujourd'hui, en fait, bien comprendre TerraX, c'est que ça offre à la fois un maillage. Donc, on prend la start-up et on vient lui présenter des entreprises qui sont déjà établies dans le territoire de Laval, mais on lui donne aussi l'argent. Oui, tout à fait. Ça, c'est assez rare, en fait, qu'on voit ce modèle-là dans les incubateurs accélérateurs du Québec. Ben oui, c'est rare, puis surtout que... Mais vraiment, on est dans la vallée de la mort. Ça me fait assez rire, parce que quand tu dis ça... Mais explique-nous, c'est quoi la vallée de la mort? Moi, je connais le concept, mais tu sais, il faut bien le comprendre. Oui, mais la vallée de la mort, c'est justement là où tu as un produit, tu as un service, tu es capable, tu l'as testé, mais là, il faut que tu le commercialises. Puis là, c'est là. C'est là que c'est important, tu passes ou ça casse. Hein? Donc, la vallée de la mort, c'est de dire... Et c'est là que j'ai besoin... De financement pour pouvoir parler de ma bonne nouvelle. C'est un peu ça. Ça me fascine parce que je l'ai vécu comme entrepreneur. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu as investi en R&D, tu as accumulé un bilan négatif, tu as de la dette, on s'entend. Là, les lettres d'intention commencent à arriver. Les gens disent « Oui, OK, je suis prêt à faire un projet pilote », mais les banques ne veulent pas te financer parce que ton bilan est trop pas beau. Fait que là, c'est là t'es quasiment mieux des fois de fermer la coquille puis de repartir à nouveau. C'est là que Laval Économique a dit « Ben, on est peut-être capable de jouer un rôle, je comprends bien. » Exactement. TerraX présente cet épisode du balado Les Dérangeants. En tant qu'accélérateur de start-up technologiques, on vous aide à propulser vos innovations et à vous connecter avec des acteurs clés du milieu des affaires. TerraX accélère votre croissance. C'est combien, en fait, qu'on est capable qu'on aide les entreprises qui se joignent à TerraX? Ben, en fait, on est rendu à notre 3e cohorte là, qui a commencé cette année. Effectivement, on a investi 25 000 $ en subvention.
Donc, c'est directement de la subvention. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est que c'est pas pour payer des salaires, c'est vraiment pour s'investir dans la commercialisation des maillages, quoi que ce soit. Puis ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est qu'on va beaucoup plus loin que ça, c'est que ces maillages-là apportent d'autres genres de subventions où ce qu'on peut faire des tests, des preuves de concept sur le territoire. Puis là, ben, on a de l'argent pour les aider là-dedans. Et Dieu sait qu'on en fait en ce moment. Fait qu'on on a vraiment une enveloppe qui est fort intéressante, puis on a cette vision-là long terme pour faire de ces startups-là qui soient pérennes. On en parlait de la question des startups. On dit toujours les startups, c'est un problème en soi. Tu t'en vas à quelque part, tu dis, hey, l'as-tu essayé, toi, Étienne, cette solution-là? L'as-tu essayé? Non, pas encore, mais ça s'en vient. Tu pars directement avec des mauvaises cartes. Ben oui, personne ne veut être le cobaye dans la vie. On est toujours comme on veut avoir le meilleur produit, on veut faire le choix. On veut pas prendre de risques avec un nouveau produit, ça c'est clair. Puis c'est un peu là où est-ce que je suis curieux de t'entendre parce que t'es pas à ton premier rodéo, on s'entend, avec ta carrière de commissaire à l'innovation. Qu'est-ce qui est plus dur à convaincre? Un PDG d'une start-up de venir s'établir dans TerraX ou un PDG d'une entreprise manufacturière de venir rencontrer des start-up? Un peu des deux. Je vais te dire. Qu'est-ce qui est plus difficile? Ben, c'est justement de les mettre ensemble. C'est ça, là. Tu sais, je pense que tu l'as très bien apporté en introduction, de dire, c'est pas des gens qui se parlent, c'est des mondes parallèles. Comment qu'on peut faire? Mais ils ont besoin des deux, c'est ça qui est fascinant. Tout à fait. Tu as besoin de tes lettres de noblesse. Puis à la fois, puis l'entrepreneur, s'il innove jamais, il va se faire battre par la compétition. Tout à fait. Souvent, et on est trop confortable dans nos propres pantoufles. Là. Oui, on est trop confortable. Puis bon, moi, j'ai une carrière dans le privé. Toute ma carrière était dans le privé. Là, je suis avec la ville, j'en suis très heureux, mais depuis 4 ans, puis j'ai beaucoup de plaisir. Mais c'est toujours un défi de vouloir faire l'innovation dans ton entreprise quand tu es en privé, parce que tu dis, écoute, j'ai des revenus, ça va bien, pourquoi je changerais ma recette? Mais c'est parce qu'il faudrait qu'elle soit meilleure, ta recette. Parce qu'à un moment donné, là, comme je dis toujours, ma mère faisait la meilleure tarte aux œufs. Mais à un moment donné, la tarte aux œufs est tellement bonne qu'elle goûte plus rien, parce que tu la manges, ça fait déjà à changer un petit peu. Puis elle était toujours bonne, la tarte aux œufs. Si tu le fais jamais, en fait, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Je m'excuse. Là, puis de penser que tu es capable de vivre sur le statu quo. Là, s'il y a des entrepreneurs qui pensent ça aujourd'hui, je m'excuse, ce n'est pas la bonne approche. Fait que, écoute, pour les gens qui nous écoutent à l'audio, en fait, raconte-nous, explique-nous qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Là. C'est quoi TerraX? On est dans moi, honnêtement, un super beau look industriel, des beaux espaces de rencontre, mais c'est quoi l'espace, en fait? C'est quoi la vision ici? Mais la vision, là, c'est... TerraX, ça le dit, hein, terroir, c'est venu d'un terroir. On se dit terroir, mais c'est un territoire d'expérimentation, puis de rayonnement, puis de réussite pour nos entreprises, pour nos organisations. Puis le X, on essaie de faire un effet multiplicateur. C'est ça qu'on essaie de faire. Comment qu'on fait ça? Bon, on a des gens qui sont dédiés à dire comment qu'on peut amener, justement, ces PDG-là, ces présidentes de compagnie, venir voir comment ils peuvent faire différent avec des startups qu'on a sur le territoire. Fait que c'est vraiment ça. Puis ces startups-là, en ce moment, sont vraiment sur un alignement de dire, on travaille dans les IoT, dans l'IA, avec... Internet of Things. Internet of Things, avec l'IA. Exactement. Et on en a beaucoup là sur la nouvelle cohorte qui sont dans ce genre de plateforme-là. Puis c'est superbe. Donc, il faut avoir le goût de faire différent. Puis ça, il y a des gens qui sont là-dedans. Il y a des directeurs, des présidents, des présidentes qui sont là-dedans. C'est juste qu'il faut les trouver, qui sont ces diamants bruts-là. Souvent, ils n'ont pas le temps. Ils sont ouverts, mais si c'est pas sur un plateau d'argent, puis si c'est pas simple et rapide... je ferai pas les recherches à ta place, en fait. Là. C'est un peu ça. Tu as absolument raison. Ils n'ont pas le temps, mais d'un autre côté, c'est quand ils ont goûté, ben là, ça commence à être bon. C'est ça, c'est la recette magique. Dégoûter, c'est de l'adopter, comme on dit. Puis, t'en parles, c'est la 3e cohorte de TerraX qui vient de commencer. Donc, ça fait déjà 2 ans, si je me trompe pas. 2024. 2024 que ça a été ouvert. Exactement. Donc, si vous êtes dans la 2e année, 3e cohorte,
C'est combien d'entreprises dans une cohorte? On vise environ 10. 10, on peut aller jusqu'à 15, mais idéalement, entre 10, 10 c'est bonne. Fait que c'est assez personnalisé, là. Il y a pas, on parle pas d'une centaine d'entreprises diluées avec des Ah, pas du tout. Pas du tout. On est vraiment focus. Puis pourquoi qu'on veut ça? Parce qu'on va avoir un maillage de qualité. Tu sais, Laval, ça regorge de... Il y a 13 000 adresses commerciales à Laval. C'est quand même assez intéressant. On a des manufacturiers. Il y a toutes sortes de Laval. Il y a de l'agroalimentaire, il y a de la biotech. On est dans biotech. C'est superbe. Mais on a un terroir intéressant. Fait que comment on peut les amener? Puis, quand on dit Laval, c'est intéressant, mais on n'est pas réfractaire à Montréal, on n'est pas réfractaire à Longueuil ou à Hemingford. On va se parler, on va se dire, hey, moi, là, j'ai une start-up qui peut être intéressante. Mon rêve, c'est de dire, hey, je peux-tu l'envoyer à Gatineau parce que toi, tu aurais un terroir plus intéressant pour elle. C'est ça que c'est. D'être proche de ses clients, en fait. Ah, tout à fait. D'être proche de son marché. Ça, ben, parlons-en, en fait, d'être proche du marché parce que TeraX a fait un maillage assez intéressant avec Silicon Valley. Oui. Puis moi, c'est un peu ma joke. Est-ce qu'on est en train de créer Silicon Laval? Mais ça, on y reviendra. On va en parler avec le maire Boyer. Ça a été quoi l'idée de, justement, d'aller chercher ce partenariat-là à Silicon Valley? Peux-tu m'en parler? Comment c'est venu l'idée? On envoie un courriel puis il dit « Tu quelqu'un qui veut nous adopter? » Ou non, il y avait déjà des plugs? Ben oui, en fait, oui. En fait, ça vient d'une mission économique qu'il y a eu avec le maire puis Lydia à l'époque et qui sont allés visiter un peu le plug and play. Puis le plug and play... C'est quoi ce plug and play? Ben, plug and play, c'est justement une entreprise qui est un accélérateur, qui est une plateforme qui prend les grands donneurs d'ordre puis qui les joint avec les startups. Donc, Google, Microsoft, Amazon, Twitter. Des Intel, des Mercedes, incroyables, là, des gens de toute On parle du Fortune 500, là, carrément, qui est là. Tout à fait. Puis eux, c'est Plug and Play, c'est pas leur premier rodéo, là. C'est, en fait, quand on Google, on se rend compte qu'ils étaient là quand Google était une start-up. Exact. Là. Donc, et comment Laval a réussi de convaincre ce plug and play de venir dire, ben, donnez-nous un peu de bandwidth, là. C'est assez impressionnant comme... Mais en fait, plug and play, c'est leur modèle d'affaires. Leur modèle d'affaires, c'est de dire comment je peux avoir des pépites. Tantôt, tu parlais de pépites. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant. Comment on peut avoir des pépites d'or, justement, qui vont venir alimenter mes grands donneurs d'ordre. Donc, Laval a été tout à fait naturel. Eux, ils connaissaient pas Laval du tout, là. C'est Montréal, Laval, bon. Et puis, mais là, le maire est allé. Et puis, il y a eu un fit, excusez le terme, mais c'est vraiment un fit qu'il y a eu. Puis là, après ça, ben, on a commencé à faire des ententes ensemble où ce qu'on peut envoyer à chaque année 3 à 4 startups aller dans le Gold Programme qui est là-bas, qui c'est 6 semaines intensives de comment changer ton fusil d'épaule, comment faire pour que technologie, ton produit puisse scaler, puisse grandir. Puis c'est vraiment pris par la main, si je comprends bien, là, ce programme qui est fait... Et puis il y a des gens extraordinaires. Le numéro 2 de Google, il est là. Il vient de voir. Là. C'est comme... Tu sais, wow. Attends, celui-là, là, il a aidé Bill Gates à partir... C'est comme... Puis t'as accès à ce monde-là. T'as accès à ce monde-là. Puis si eux t'aiment, là, c'est encore pire. Fait que, tu sais, je veux dire, tu peux grandir rapidement. Puis ils sont à travers le monde. Ils sont dans 60 pays, je pense. En plus. C'est quand même fou. Puis t'as pas peur, comme commissaire à l'économie pour la ville de Laval, de faire ce genre de maillage-là, de perdre tes meilleurs joueurs qui aillent s'établir, justement? Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on parle de loyauté, là. Puis loyauté, on dit... Tu sais, quand on a des startups, puis vous allez certainement rencontrer des startups, j'espère, de TeraX, mais quand tu as des startups qui commencent à avoir des revenus récurrents qui dépassent le million, etc., là, ils commencent à être pris au sérieux. Puis, notre défi, c'est justement de les rendre là. Après ça, là, s'ils décident de se faire un satellite en Californie, c'est correct avec nous. C'est mission accomplie, quasiment. C'est mission accomplie. Ben oui. S'ils veulent faire un satellite en Espagne, bravo, là, j'ai zéro problème avec ça. Et je pense que c'est ça. Une des choses qui est importante au Québec, c'est puis TeraX, on est dans ça, c'est comment qu'on peut faire ces mariages-là pour leur donner cette loyauté-là, pour leur dire, hey, en plus, on est ici, c'est-tu le fun?
Ben oui, on est les premiers adoptants, les primo-adoptants, et on donne les lettres de noblesse En plus. à nos prochaines grandes entreprises, en fait. Donc, c'est juste logique. Concrètement, pour nos auditeurs, en fait, TerraX offre 25 000 $ de subvention, mais ça vient avec quoi d'autre? Ça peut pas juste être un chèque en blanc, là. Explique-nous, qu'est-ce qui est autour de cette aide-là financière? Bien, en fait, l'outil, le 25 000, c'est qu'un outil pour les aider, mais nous, il y a plein de monde autour de ça. Laval économique, on est 60 experts là-dedans. T'es sérieux? 60? 60. Donc, quand même, accessible gratuitement. accessible gratuitement. C'est des entreprises en soi, les startups, là. Donc, on est là pour les aider. Et puis, en plus, ben, on a du mentorat qui s'en vient avec ça. Donc, on est des gens qui viennent ici, qui viennent faire des présentations pendant 1h30, 2 heures sur qu'est-ce que c'est. On essaie d'enlever les lunettes roses d'un entrepreneur qui dit « Hey, moi, là, mon produit, il est extraordinaire. Je vais pouvoir faire grandir ça. » Des fois, c'est pas si simple que ça. C'est ça qu'on essaye avec des mentorings, des gens qui viennent parler de leurs expériences, qui ont fait des sorties incroyables de 60 millions, mais qui ont tout perdu leur famille. Ça arrive, ça aussi, malheureusement. Donc, comment qu'on peut les aider dans ça? Et c'est vraiment toute cette question de mettre toutes les équipes à leur disposition dans ça. C'est tellement bon ce que tu dis, puis je pense à un de mes co-dérangeants, Dominique Gagnon, en fait, ou même plusieurs autres qui, trop souvent, plus souvent qu'autrement, un entrepreneur est un excellent visionnaire, un créateur, mais un foutrement mauvais vendeur. Tout à fait. Puis ce que j'entends de TerraX, c'est que vous venez de dire, bien, si vous êtes rendu à cette étape-là, nous, on va s'occuper de votre BizDev, puis on va vous épauler à cette étape-là parce que on sait qu'on en a du monde qui peuvent le faire, puis on peut se partager les ressources. Fait que plutôt que d'engager son premier vendeur, puis prendre le risque financier, puis de se mettre à la gorge, bien là, on a un réseau de monde qui vient travailler pour l'entreprise. Mais je serais curieux, explique-nous exactement, c'est quoi les critères pour venir joindre la cohorte de TerraX? Qu'est-ce que vous cherchez comme entreprise? Bien, c'est sûr que ça prend des entreprises. Bon, c'est sûr qu'on a une cible. On travaille beaucoup dans l'IA et l'Internet des... Internet of Things. Internet of Things, oui, tout à fait. Donc, on est dans cette mouvance-là. D'un côté, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas contre les autres. Donc, ces gens-là vont nous envoyer leur pitch deck. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a un produit mature? Quand on dit un produit mature, c'est est-ce qu'il y a une maturité, puis Il est prêt à être déployé? Exactement. Être déployé, commercialisation. Donc, ça, c'est un des critères. L'autre chose, c'est que là, ils vont venir pitcher, nécessairement devant des juges ici, qu'on a choisis, qui sont soit des entrepreneurs du territoire ou autres, et qui vont venir dire, ben, écoute, moi, voici mon produit, ils ont 5 minutes de questions, puis après ça, ils rentrent dans la cohorte. Une fois dans la cohorte, ben, il y a toute une cédule. La semaine passée, on a eu trois cours. On a expliqué un peu qu'est-ce que c'est Laval, qu'est-ce que c'est notre écosystème d'innovation. Bon, on a tout ça. Puis là, on a ces mentors-là qui se rajoutent et qui viennent les voir. Une des choses qui est importante dans TerraX, c'est que c'est super bucolique ici, on a du fun, mais c'est de créer ce réseau de gens qui vont cette... Le maillage-là. Puis toi, je ne sais pas si tu l'as vécu dans ton passé, mais c'est sûr qu'il y a des cohortes qui t'ont imprégné, ben tu les vois encore aujourd'hui. Ben oui, c'est un réseau, on est d'accord. En fait, on se sent toujours un peu seul au sommet, donc de partager son quotidien avec d'autres entrepreneurs, ça fait toute la différence sur la résilience. Je voudrais juste revenir sur une chose, parce que tu disais, ce ne sont pas des bons vendeurs, les entrepreneurs. Je suis d'accord, mais une des choses qui est sûre, c'est que ces entrepreneurs-là qui ont créé un produit, un service, mais c'est ceux qui la connaissent le plus. Fait que comment qu'on peut les aider à s'exprimer dans ça? Ça, c'est une chose qui est importante avec tous nos experts. Non, c'est un soft skills primordial. Bernard, tu donnes souvent l'exemple que vous faites des mariages entre les entreprises innovantes et les entreprises plus traditionnelles. As-tu un exemple à nous donner dans les 3 dernières cohortes de, justement, un mariage qui a fonctionné ou qui est arrivé comme ça grâce à TerraX? Ben, tout à fait. On a une compagnie qui s'appelle YouAir. YouAir qui font des mannequins virtuels. C'est quand même cool. Technologie assez forte, je dois dire. Allez voir, googlez. Puis, on les a mis en relation avec un grand détaillant de mode et que ce grand détaillant de mode-là
ça lui a permis de faire un pitch. Je pense qu'il a fait un pitch hier. C'est grâce à l'aval économique parce que ça donne une forme de lettre de noblesse, là. Tout à fait. Puis une des choses qu'on cherche à faire à l'aval économique, c'est de dire comment on peut devenir un top of mind, de dire, hey, quand j'ai quelque chose à développer, quand quelque chose à grandir, j'appelle les 60 experts. Comment on pourrait mesurer le succès de TerraX, en fait, d'ici 5 ans, 10 ans? Est-ce que c'est le nombre d'entreprises incubées? Est-ce que ça serait le nombre de maillages? Est-ce que ça serait carrément, si on change le slogan de la ville pour dire Silicon de Laval? Toutes les réponses sont bonnes. Toutes les réponses sont bonnes. Ça, c'est de l'ambition, ça. Toutes les réponses sont bonnes parce qu'effectivement, on veut aller là. Le nombre de maillages, ça va être certainement un des facteurs de performance qui va être important. Le nombre de ventes grâce à ces maillages-là va être certainement un autre facteur. Mais dire qu'on devient le Silicon Valley du Québec, wow, ça serait vraiment cool. Mais toujours en étant inclusif. C'est sine qua non. Qu'est-ce que tu veux dire par inclusif? Ça veut dire que tout le monde est bienvenu. Okay. C'est pas une question qu'on est qu'à Laval. Il y a des bonnes idées partout dans le monde. Donc, pourquoi? Mais nous, on veut être le vecteur qui s'en vient chez nous. Puis, en fait, comment est-ce que TerraX travaille complémentaire avec les autres ressources du Québec? On dit souvent que tout le monde est bienvenu, mais il y en a d'autres accélérateurs, il y en a d'autres services de maillage. Est-ce que vous avez justement ces communications-là d'ouvertes avec les autres? De plus en plus. On est parti un peu en dessous du radar. Under the radar, comme on dit en anglais. Donc, on est parti un peu en dessous. Mais effectivement, cette année, avec notre nouvelle cohorte, puis Cédric qui s'est joint à nous, qui est un gars de start-up, ben là, on s'en va de plus en plus à dire comment qu'on peut faire ces mariages-là. Et puis là, ben, on commence à avoir des coups de téléphone. Ah, ça, c'est le fun. Mais maintenant, c'est plus moins des coups de téléphone que des textos. Mais ça commence à être intéressant de dire, hey, comment qu'on peut faire? Puis, hey, j'ai entendu parler, puis on peut-tu vous envoyer quelqu'un? Puis nous, réciproquement, on peut-tu vous en envoyer un? Ça s'en vient, ça. Bien, écoute, c'est là qu'on voit que ça commence à faire partie des meubles. Dans le fond, que c'est pas la première année souvent que c'est le réflexe. Mais là, à partir de la 2e, 3e, 5e année, là, c'est vraiment... On peut compter sur un espace comme TerraX. Bernard, tu parles de Laval comme étant un territoire d'expérimentation. Est-ce que les startups peuvent venir tester leurs solutions puis voir vraiment comment ça réagit dans le vrai monde? Mais est-ce que ça veut dire au final que les citoyens de Laval deviennent des cobayes pour ces startups-là? Ah, pas du tout. En fait, ils deviennent partie prenante de l'expérience. Donc, c'est ça qui fait que ça grandit. On a des exemples. Là. Dans une RPA, on va parler de Paperminds. Qui est en fait une entreprise qui a fait la cohorte, qui a été à Silicon Valley, qui a fait Plug and Play. Puis c'est un excellent exemple. Fait que je t'arrête immédiatement parce qu'une image vaut 1000 mots pour moi. Puis rien de tel que d'entendre l'histoire de la bouche d'un de ses cofondateurs pour nous dire comment il l'a vécu, comment est-ce que TerraX a pu l'accompagner dans tout le processus. Donc, pour le prochain segment de l'épisode, on va recevoir Zen Chen, qui est, comme je disais, le cofondateur de Paperminds et qui va venir vraiment nous parler de son histoire, vraiment sur le terrain, comment ça s'est passé. Puis ça va être vraiment concret. On écoute ça à l'instant. On a toujours eu cette frustration-là, vécu le problème où est-ce qu'on était avec notre téléphone puis on criait « parler à un humain » où on pressait plusieurs fois sur le 0 pour essayer de parler à la réceptionniste. Et notre prochain invité, en fait, lui, il a fondé son entreprise en faisant exactement le pari inverse. Il s'est dit « je suis capable de venir automatiser ces conversations-là avec une intelligence conversationnelle où est-ce que les gens s'en rendront même pas compte ou au moins, ils vont juste trouver ça agréable. Et ils vont garder la conversation pendant des dizaines, des vingtaines, trentaines de minutes avec une IA. » L'entreprise Paperminds, en fait, a fait ce pari-là au début dans le domaine de la santé et finalement s'est positionné beaucoup plus sur le service à clientèle. Donc, c'est un bel exemple de pivot. Et notre invité, qui est cofondateur de Paperminds, a un background, en fait, en physiothérapie à la base. Mais aujourd'hui, en fait, son entreprise a le vent dans les voiles, est allé à Silicon Valley, a fait le plug and play. Et honnêtement, ça marche extrêmement bien. Zen Chen, bonjour. Bonjour. Merci de venir au Dérangeant. Est-ce que j'ai raison de dire en fait que Paperminds, c'est un peu de la magie ou c'est juste du génie marketing? Comment tu décrirais votre technologie derrière ce génie conversationnel-là? Puis j'adore cette question, Étienne. Donc, pour mettre ça simple, à la fin de la journée, il faut créer une technologie qui est humaine pour que les gens l'utilisent. Puis c'est ça notre philosophie chez Paperminds, c'est de dire comment on peut utiliser la technologie pour supporter le côté humain de la chose. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De façon concrète, il faut être transparent, il faut être
Authentique. Authentique, exactement. Puis c'est ça qui permet aux gens, justement, d'avoir une conversation. Parce que tout est basé sur la confiance. C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que trop souvent, on dit on a une technologie qui va remplacer l'humain ou va venir remplacer, mais c'est le meilleur plan d'affaires pour se faire rejeter. Parce que personne n'a envie d'être remplacé dans la vie. Non. Puis vous avez dit, au contraire, mais non, on va venir juste aider, on va venir s'implanter. Puis je serais curieux de savoir, en fait, comment est-ce que vous faites pour que le produit de Paper Minds se différencie des autres? Comment est-ce que vous réussissez à dire, bien, nous, notre client est capable d'avoir une conversation pendant 20 minutes avec une IA, puis de quand même rester accroché? Puis ça, c'est 100% basé sur comment on est capable de créer ce lien de confiance dans les toutes premières minutes. Puis ça, c'est toute une art puis une science derrière ça. Donc, on est très axé sur le comportement, la science comportementale. On utilise les principes de psychologie puis de neurosciences. Puis, en haut de ça, on met aussi, du fond, la transparence de la chose. Parce que les gens, ils savent qu'ils parlent à une personnalité numérique. On ne prétend pas d'être un humain, puis c'est ça qui gagne la confiance des gens. Puis c'est ça la magie de la chose, parce que là, juste en fin de semaine, on regardait nos statistiques, puis on est rendu à un record de 35 minutes 48 secondes de conversation avec une de nos personnalités numériques. Un utilisateur qui est resté accroché, c'est quand même... Toi, Bernard, tu l'as-tu essayé? Oui, je l'ai essayé, je l'ai regardé, on l'a essayé ensemble quand Zen a pitché. C'est quand même assez extraordinaire de voir. C'est fou, pareil, on est rendu là. On est rendu là. C'est la prochaine vague. Comment est venue l'idée de Paper Minds, Zen? Ça a été quoi le pain point initial que tu dis là? Moi, j'ai envie de passer ma vie à travailler sur cet enjeu-là. Je lâche la physiothérapie, puis je deviens cofondateur d'une entreprise de tech. Ça, c'est très intéressant. Fait que nous, 3 cofondateurs dans l'entreprise Paper Minds, de moi, de Fred et de Peter, nous 3, on est tous ce qu'on appelle en anglais conversationalists. Donc, on adore la conversation. Tu jases, t'es un jaseur. On jase, mais j'ai pas toujours été comme ça auparavant. Puis moi, je l'ai appris en formation en physiothérapie. Puis je vais te raconter une petite histoire parce que je pense que c'est intéressant sur l'ADN de Paper Minds puis qui on est. Dans le fond, moi, j'étais pas premier de classe à McGill. Puis un de mes cours vraiment difficiles, c'était neurologie. Puis j'étais à peine... je passais à peine ce cours-là. Puis là, ma rotation qu'ils m'ont mis, c'était en neurologie. Là, j'arrive, première journée, on me présente Monsieur André. Puis c'est un hôpital spécialisé en post-AVC. Donc là, on doit justement l'aider pour se rétablir puis faire ce qu'on peut parce que après qu'on ait un AVC, tu as un temps précis où tu peux aider le plus possible. Puis là, tu sais, monsieur... d'un certain âge. D'un certain âge, diabète, c'est beaucoup d'autres maladies. C'est métabolique souvent, fait qu'il est un peu poqué, là. Exactement. C'est un... Puis... T'sais, il fait un peu de surpoids aussi, il fait le double de ma taille. Puis moi, tout ce que je pensais, c'est il faut pas que je le fasse tomber. Parce que dans le fond, il était sur la table de traitement, puis ça, c'était ce qui se passait dans la tête. Fait que j'étais comme, OK, on va faire les traitements. Puis là, j'ai travaillé avec lui pendant quelques semaines. Puis après mon stage, mon maître de stage m'a dit... puis elle m'a donné ma note, j'ai regardé ma note, puis je suis comme, wow! Je passais à peine mon stage. Puis dans ma tête, j'ai tout fait mon possible pour aider monsieur. Puis elle m'a dit, ben t'as rien compris de ton stage. Puis là, j'étais un peu confus. Puis elle m'a dit, il y a un jour, monsieur André t'avait dit, hey Zen, on va aller à la Grande Muraille de Chine ensemble. Puis moi, j'étais vraiment pragmatique dans ce temps-là. Puis j'étais comme, on doit keep the expectation in check. Faire du reality... Ben, c'est pas du reality check, mais moi, je voulais juste l'aider. On veut être transparent avec lui en disant... On veut pas que tu fonces dans un mur, je vais te dire la vérité. Là, des fois, ça vaut la... Exactement. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est que M. André, lui, il tendait une perche de conversation, puis tu l'as pas prise. Puis là, elle m'a dit, tu le comprendras pas peut-être en ce moment, Zen, mais peut-être dans 5 ans, tu vas voir pourquoi j'ai dit ça. Puis là, ça m'a toujours trotté dans la tête. Le gars, il voulait rêver avec toi. Il voulait peut-être pas tant aller à la muraille de Chine, mais ce qu'il voulait, c'était juste de dire, je veux jaser, puis je veux créer une connexion. Oui. Puis c'est ça, le pouvoir d'une vraie conversation authentique. On peut changer le monde, on peut régler des problèmes, puis on peut établir une connexion humaine qui est réelle.
Fait que toi, pour toi, ça a été le début, en fait, de la fin de la physiothérapie, mais le début de ta carrière d'entrepreneur techno. Oui. Tu t'es dit, je peux, en fait, automatiser ça, je peux rendre ça grande échelle. Là. De rendre ça grande échelle, puis de créer des connexions humaines authentiques grâce à la technologie, pas pour la remplacer, pas pour remplacer les humains, mais pour vraiment augmenter les connexions qu'on a. Puis quand on est capable d'avoir ces vraies conversations-là, il y a de la richesse, il y a de la profondeur qu'on est capable d'aller chercher. Puis quand on est capable d'analyser ça, ben il y a beaucoup d'intelligence qu'on est capable de sortir ça, puis ça aide beaucoup d'entreprises. Ça aide beaucoup, que ce soit des entreprises, que ce soit, tu sais, même avec des résidences de personnes âgées. Il y a beaucoup de cas où on peut régler des vrais problèmes grâce à l'art de la conversation. Ben moi, je rêve, en fait, du monde où est-ce qu'on va arrêter d'avoir des foutus sondages en disant sur une échelle de 1 à 10, puis on va juste être capable de jaser, dire « T'as-tu aimé ça? » Puis là, que ça va être l'ordinateur, l'intelligence derrière qui va détecter si je voulais dire un 8, un 7, parce que c'est tellement subjectif. Tu sais, on fait juste penser à la douleur. Pour une personne qui a mal à 8 sur 10, mais peut-être que moi, c'est un 3 sur 10. Fait que c'est tellement des choses subjectives. Puis là, on est comme, enfin, on va peut-être le vivre de notre vivant, ou est-ce qu'on va plus vivre sur des échelles de 1 à 10, puis ça va vraiment être l'intelligence conversationnelle. Puis on est rendu là, Étienne, on est rendu là. Les gens, tu sais, nous donnent leur opinion, puis ils veulent nous donner leur opinion sur toutes sortes de choses. Parce qu'on a des clients dans le secteur manufacturier, puis on parle de papier de toilette, on parle de toutes sortes de choses, de bijoux. Donc les gens sont rendus là, ils ont une opinion à donner. Mais l'importance de la chose, c'est que les gens veulent savoir que leur opinion, ils compte. Puis quand c'est pas une vraie conversation, ben ils disent, ben, tu sais, ça sert à quoi que je clique, puis c'est un 6 sur 10. Ça va changer quoi? Ouais. Mais quand tu as la chance de t'exprimer puis de dire les nuances, c'est là que les gens, ils s'ouvrent, puis c'est là toute la valeur de la chose. Puis moi, je suis curieux de comprendre, dans l'histoire de Paper Minds, quand est-ce que, en fait, vous vous êtes posé la question de dire, ben là, il faudrait s'établir, il faudrait avoir des bureaux, il faudrait comme s'organiser, les 3 founders ensemble. Quand est-ce que vous avez rencontré la gang de TerraX puis Bernard? J'ai un ami, Walid, qui a fait la première cohorte de TerraX, puis je me rappelle toujours de cette journée-là. Je rentre à TerraX parce qu'il me faisait visiter, puis je vois Bernard qui fait son pain aux bananes au four. Puis ça sentait bon, puis je me dis, ben c'est sûr que moi, je viens ici. Parce que moi, nous, tu sais, avec Bernard, on adore manger. Donc, ben ça, c'était... À part de ça, la réalité de la chose, c'est que TerraX, ça nous a beaucoup aidé, puis ça nous aide encore beaucoup. Mais pourquoi pas être allé, mettons, dans le Myland, des fois, ou le plateau Mont-Royal, ou est-ce que c'est un peu le réflexe start-up du Québec Inc., là? On pense que c'est toujours plus vert sur le gazon du voisin, mais... De façon toute simple. En tant que start-up technologique, comment tu peux refuser quand quelqu'un te dit « Hey, je vais te matcher avec des entreprises, je vais t'aider à trouver des clients puis à faire du matching ». Comment tu peux refuser ça? C'est ça qu'on a besoin en tant qu'entreprise, puis c'est ça que TerraX livre. C'est carrément, en fait, un service, comme on disait, de développement d'affaires. Toi, Bernard, quand tu as vu Paper Minds, tu t'es dit c'est un fit naturel pour nous. Incroyable, c'est un fit naturel. Puis plus que ça, c'est que ils peuvent être dans tous les domaines. Tu sais, c'est une technologie là, que tu peux aller n'importe où, dans n'importe quel genre d'entreprise. Donc, pour moi, c'était un win-win. C'était facile. C'est facile de travailler avec Paper Minds. C'est très facile. Zen, tu as été une des entreprises de la cohorte de TerraX qui a été envoyée à Silicon Valley. Tu as fait plug and play. C'était-tu juste un gros buzz ou il y a eu du concret qui est sorti de ça? Parle-nous de ton expérience. Expérience incroyable. Tu sais, je vais te raconter mon souvenir préféré de Plug and Play puis Silicon Valley, mais de tout ça, tu sais, j'ai rencontré des gens qui ont directement travaillé avec Steve Jobs, des gens qui ont travaillé directement avec Bill Gates. J'ai eu la chance de rencontrer des vice-présidents qui venaient d'Europe, tu sais, de la maison mère pour nous rencontrer. Tu sais, on avait des meetings avec eux, mais tu sais, le souvenir qui me marque le plus, là, c'est, puis te mettre un peu de contexte, on était dernière semaine de Plug and Play au Summit. Donc, il y a un sommet où t'as
des entreprises comme Target, Costco, Fortune 500 qui s'en viennent, puis tu as la chance de les rencontrer. Donc, c'était cette semaine-là. Fait qu'il y avait beaucoup de préparation, beaucoup de meetings qui s'en venaient. Puis là, je me rappelle encore de ce soir-là parce que dans ma chambre de Airbnb, j'avais mon ami Alex qui était là parce que il venait au sommet. Puis moi, j'avais mon laptop, je me préparais pour les gros meetings le lendemain. Puis je me tourne, puis je vois Alex sur son matelas gonflable aussi, en train de faire ses affaires. Puis là, on s'est regardé, puis là, on a compris quelque chose. C'est deux gars qui poursuivent un rêve à la Silicon Valley. Puis la Silicon Valley, c'est ça, c'est un mindset. C'est un mindset de gens qui veulent changer le monde. Puis on était là, à l'instant, dans un Airbnb à la Silicon Valley. Puis on s'est dit, OK, c'est ça la Silicon Valley. Fait que c'est un mindset qu'on rapporte ici. C'est du carburant à l'état pur, là. Du carburant à l'état pur. On rapporte ça ici à TerraX, on rapporte ça à Laval. Puis on continue à changer le monde, une conversation à la fois. T'as-tu un exemple, en fait, de, justement, un moment où est-ce que quand tu es revenu de Silicon Valley, là, tu t'es dit, OK, je veux changer le monde, je veux rencontrer du monde. Puis où est-ce que ce maillage-là s'est fait ici aussi? 100%. Ici, une des journées, je suis venu au bureau, puis là, je vois encore une fois, c'est Bernard, toujours Bernard, il est là-bas en train d'avoir... Bernard fait partie des meubles, si je comprends bien, là, carrément. Oui, j'ai cet âge certain-là de faire partie des meubles. Oui. Donc, il y avait une grosse conversation qui se passait, puis là, je les connaissais pas, ces personnes. Puis là, 2 minutes plus tard, Bernard, il m'appelle, il dit « Zen, viens présenter Paper Minds ». Puis là, je m'introduis, puis je rencontre Jonathan, le DG de la Villa Sainte-Rose. Fait que je lui explique un peu qu'est-ce qu'on fait, l'intelligence conversationnelle, l'approche empathique qu'on a. Puis il dit « Ah, mais écoute, est-ce que ça serait possible d'utiliser votre technologie pour aider les aînés? » Puis là, je dis « Ah, ouais, mais c'est quoi ton idée, Jonathan? » Puis il dit « Mais écoute, nous, ce qu'on a besoin, c'est justement d'avoir des conversations avec les aînés pour aussi voir au fil du temps pour mieux monitorer aussi, pour les aider. Y a-tu du déclin? Ça va-tu? La prise de médicaments, est-tu bonne? Tu sais, tellement d'informations. Là. Exactement. Puis ça, c'est... Tu sais, notre projet avec la Villa Sainte-Rose, c'est un de mes moments préférés parce que, avec Hélène, notre personnalité numérique, tu sais, on appelle les résidents qui sont là, puis il y a une conversation particulière avec, on va l'appeler Madame Bélanger. Donc, Hélène lui parle, puis elle jase de leur journée. Puis à un moment donné, Hélène lui dit « Est-ce que vous aimez la musique? » Puis là, la résidente, Mme Bélanger, dit « Oh, moi j'adore la musique, moi j'adore le piano. » Puis là, Hélène, elle dit « Ben, est-ce que vous fredonnez des fois quand vous jouez du piano? » Puis elle dit « Ouais, ça m'arrive des fois. » Puis elle commence à fredonner une chanson. C'est quand même cute. Hein? Elle commence à fredonner une chanson. Ouais. Fait que ça s'est juste mis à chanter avec le AI, finalement, au téléphone, juste pour se mettre dans le bon mood. Ouais. C'est quand même un beau succès. Tu sais, quand tu dis « je suis capable d'avoir codé quelque chose comme ça », puis d'emmener un petit peu de joie, un petit peu de soleil dans la vie d'une personne âgée, juste avec quelque chose qui est 100% automatisé, on ne se le cachera pas. Là. Fait que, c'est ça, je suis un techno-optimiste dans la vie à cause des histoires comme celle-là. Parce que je veux vivre dans un monde où ça arrive. Puis, en contrepartie, c'est quoi, comment je peux dire, la plus grande critique ou le feedback le plus dur que vous avez déjà reçu sur votre produit jusqu'à maintenant? Bien, écoute, quand on a commencé la technologie à nos tout débuts, il y a presque 2 ans, on avait 15 secondes avant de pouvoir donner une réponse parce que ça prenait le temps de calcul que ça prenait pour le modèle. Les gens décrochaient, là, un silence de 15 secondes. Un silence de 15 secondes. Mais quand même, on a réussi à finir des conversations, mais on s'entend que c'était pas les meilleures conversations. Puis là, on est rendu loin de ça maintenant. On a des conversations de 35 minutes, puis on dessort toutes sortes d'entreprises, de clients, que ce soit des PME jusqu'à la multinationale. Donc, on est parti de loin, mais je me rappelle toujours de ce début-là où c'était comme « Ah ouais, s'il te plaît, réponds un peu plus vite. S'il te plaît, réponds un peu plus vite. » J'ai toujours comme mot dire que si t'as pas honte de ton premier produit, tu l'as lancé trop tard. Fait qu'il faut être rapidement sur le marché, tester. Je serais curieux de savoir,
Là, à l'étape entre le moment où est-ce que vous êtes rentré dans TerraX et aujourd'hui, en fait, est-ce que l'entreprise a des revenus? Est-ce que vous êtes profitable? Est-ce que vous êtes en pleine croissance? C'est quoi votre état, là? Pleine croissance. Ah Là, ouais? Pleine croissance. Là, on est des clients Fortune 500 multinationales. Donc, tu sais, quand on était rentré à TerraX, c'était pas ça, mais là, c'est rendu là. C'est ça. Vous étiez dans le proof of concept, puis là, vous êtes vraiment en déploiement. C'est carrément, c'est ça la mission de TerraX, Bernard. Là. Oui, tout à fait. Puis, je veux dire, c'est un beau success story. On est très fiers de Paper Minds, mais on veut en créer d'autres. C'est notre objectif. Ben écoute, Ouais. je vous le souhaite, en fait. Mais moi, c'est ça que j'aime, en fait, des exemples terrain comme celui-là, c'est qu'on voit qu'on est capable, comme communauté, de venir s'épauler, de venir mettre de la technologie dans des entreprises comme les résidences personnes âgées, puis tout le monde y gagne au final. Il faut juste se parler, en fait, ce qui est la mission de Paper Minds. De l'intelligence conversationnelle, ma foi. Zen-Chen, merci énormément d'être venu au Dérangeant, de nous avoir partagé ton histoire, puis en fait, comment ça s'est passé. Je souhaite que beaucoup d'autres entrepreneurs vivent le même success story. Bernard, également, merci beaucoup de ton partage. C'était très apprécié de venir comprendre c'est quoi la mentalité d'une ville derrière, puis comment est-ce qu'au quotidien, il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour juste épauler les entrepreneurs, de venir faire le rôle de Chief Business Development Officer pour les autres. Puis je vois que tu carbures à ça, ma foi, tous les matins. Donc, messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci. Pour le prochain segment d'épisode, en fait, on a la chance de recevoir le maire Stéphane Boyer qui vient nous expliquer la mentalité qui essaie d'insuffler la nouvelle culture d'entreprise pour la ville de Laval. On écoute ça à l'instant. D'habitude, quand on parle au maire d'une ville, c'est pour se plaindre des nids de poules ou de la collecte des vidanges. Mais aujourd'hui, en fait, pour Laval, le maire a décidé de jouer un rôle différent, celui de propulser des startups. Pourquoi une ville devrait soutenir l'innovation, en fait? Puis, en fait, est-ce que c'est le rôle d'une municipalité de créer le Silicon de Laval du 450? Pour répondre à ces questions qui dérangent, on a nul autre que Stéphane Boyer, le maire de Laval. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous expliquer cette vision-là. Un grand plaisir. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, donc pour moi ici, de pouvoir venir parler de la jonction entre la politique, l'innovation, le monde des startups. Mais là, tu voles mes scoops parce que c'est vrai que tu as été entrepreneur, mais je vais y revenir avec une question subséquente. Je veux savoir, en fait, la question qui me brûle les lèvres, pourquoi d'avoir décidé de se lancer dans le capital de risque ou dans l'innovation d'un point de vue politique? C'est quoi la raison derrière? Bien, je pense que, tu sais, traditionnellement, le rôle d'une ville, souvent, on sait, là, c'est ramasser les vidanges, distribuer de l'eau potable, déneiger les rues, puis c'est vrai et c'est important, puis ça reste notre rôle premier. Mais une ville, c'est aussi un milieu de vie. Et si tu veux qu'il y ait des gens qui habitent ton milieu de vie, il faut aussi que ces personnes-là aient des opportunités d'emploi, il faut aussi qu'il y ait des opportunités de croissance personnelle, puis un milieu de vie qui va être stimulant. Donc, pour moi, c'est important parce que une municipalité, si on veut qu'elle est bien puis qu'elle soit attirante, il faut qu'il y ait des entreprises qui aient bien. Puis pour qu'une entreprise ait bien, elle doit innover. Puis ça passe entre autres par justement les nouvelles façons de faire, les nouvelles technologies, les nouvelles approches. Fait que je te dirais que ça peut être la réponse officielle. Officieusement, j'ai envie de dire, moi, mon expérience personnelle d'un jeune de Laval qui a grandi à Laval, mais qui a œuvré un peu dans le monde des startups. Tu sais, j'ai été dans plusieurs incubateurs à Montréal, puis je trouvais ça un peu dommage de voir que dans ma ville, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Il n'y a pas d'offre, dans le fond. Puis, il n'y a pas d'offre. Et ça fait un exode des cerveaux. Ça fait que nos jeunes Lavallois, Lavalloises, déjà qui dans bien des cas, ils vont s'exiler vers Montréal pour le cégep, pour l'université. Souvent s'exilent aussi au moment de démarrer une entreprise parce qu'à Montréal, il y avait un écosystème qui était bien établi. Donc pour moi, c'est important qu'on développe cet écosystème-là chez nous parce qu'on ne peut pas avoir une ville ou une région ou une communauté où tes cerveaux s'en vont puis où est-ce que tes innovants sont pas là, sont pas présents. C'est Donc, pas un bon moi, modèle d'affaires. Ouais. Quand on regarde le plan stratégique d'une ville, si tu as l'exode, il faut que tu fasses un force, faiblesse, opportunité, menace, là, un SWOT analysis, puis tu agisses. Tu l'as dit d'entrée de jeu, Stéphane, tu as un passé d'entrepreneur tech. Puis moi, je suis curieux de savoir, quand tu t'es lancé en politique, à quel point est-ce que tu disais, je peux venir en politique et parler d'intelligence artificielle, de décarbonation, de nouvelles technologies, ou est-ce qu'au contraire, ce discours-là va juste être déconnecté puis il faut que je le mette de côté? Est-ce que c'est comme un peu un rêve que tu avais de longtemps venir ramener ce côté-là techno que tu avais dans tes gènes? Ben, tu sais, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas tant la technologie qui est importante, c'est l'innovation, c'est-à-dire de se remettre en question. Et
D'une part, je l'ai vécu où est-ce que pendant 2-3 ans, j'avais une petite start-up en techno qui essayait de faire affaire avec le gouvernement dans le milieu de la santé. Puis je voyais à quel point que c'était chiant de travailler avec un gouvernement. Et donc, ça me frustrait. Puis je me disais, ben voyons, il faut changer ça. Tu sais, le gouvernement doit être ouvert à l'innovation. Il faut changer la culture qu'il y a là. Puis de l'autre côté, je trouve que les gouvernements, leur grand problème, c'est qu'on est comme des monopoles. C'est-à-dire que... Je te confirme, t'es pas comme un monopole, tu es un monopole. C'est ça, les entreprises, si tu offres un mauvais service puis des mauvais produits, à un moment donné, tu ne vendras plus, tes clients vont s'en aller, tu vas faire faillite. Alors qu'un gouvernement, si tu fais un mauvais service à ta population, c'est pas vrai que les gens vont commencer à quitter en masse ta ville ou ta province ou ton pays. Les gens font juste subir les mauvais services. Donc, pour moi, c'est important d'essayer d'insuffler dans la municipalité une logique où, justement, il ne faut pas prendre les choses pour acquis, il faut se re-questionner, il faut améliorer nos pratiques, il faut embrasser l'innovation. Donc, il y a vraiment une jonction qui doit être créée entre le monde de l'innovation, qui ont souvent plein d'idées, mais qui ne sont pas capables de les amener vers les gouvernements. C'est beaucoup plus facile de faire affaire avec d'autres entreprises privées ou directement avec les consommateurs. Ouais. Et de l'autre côté, bien, pour les gouvernements, on ne peut pas juste rester dans notre tour d'ivoire puis dire on fait nos affaires dans notre coin, dans notre bureau, puis on tend pas l'oreille sur qu'est-ce qui existe puis qu'est-ce qui est possible. On doit créer ce lien-là. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir pu voir les deux côtés de la médaille parce que je comprends aussi les deux côtés, les contraintes que chacun a de leur côté. Tu parles comme un peu les deux langages, en fait, le langage d'innovation, le langage du service public. C'est un changement de culture que j'entends que tu veux insuffler dans le milieu du service public, on va dire ça, municipal. Puis en fait, ce qui est intéressant de ton parcours, c'est que tu es fils d'entrepreneur, tu as baigné dans l'entrepreneuriat. Puis à quel point est-ce que ces réflexes-là peuvent faire partie de ton quotidien aujourd'hui comme élu, comme maire d'une ville? Je pense qu'il y a beaucoup de points de convergence. C'est-à-dire que pour moi, être entrepreneur, c'est de créer une entreprise. Donc, c'est à la fois de développer une solution à un problème qui est vécu par quelqu'un ou par une industrie. Mais c'est aussi de créer l'organisation qui vient avec. C'est de monter une équipe, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui travailler, c'est de développer des façons de faire, des stratégies. Expliquer sa vision. Expliquer sa vision, développer des stratégies d'action au marché, te faire connaître, le marketing. Puis la même chose va exister au sein d'une municipalité. On a intérêt justement à vouloir créer des équipes qui sont fortes, à remettre en question nos processus, à développer un service qui va être amélioré, à faire parler de soi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Mais là où je crois que mon passé d'entrepreneur m'aide peut-être le plus au sein de la ville, puis des fois, ça peut déranger, au sein de la ville. Mais, à ta façon. Mais c'est bien, c'est que c'est le mindset, c'est l'état d'esprit entrepreneurial. Quand tu es entrepreneur, souvent tu carbures sur la passion, pas sur le gros chèque de paye. Du moins pas dans les premières années, c'est certain. Et non, je confirme. Tu dois être en mode agile, en mode lean. Tu dois réussir à faire beaucoup avec peu. Tu dois essayer d'avoir une compréhension globale des problématiques ou de ton organisation. Puis aussi, il faut que ça balance sur le plan d'affaires. Si ça balance pas, ça peut pas continuer. Tu peux pas juste brûler sans arrêt. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose, l'état d'esprit entrepreneurial que j'ai encore aujourd'hui puis que je pense qui est vraiment ma nature première, je l'ai encore avec moi, puis c'est comme ça que je vois tous les dossiers à la ville. Puis des fois, c'est sûr qu'un gouvernement n'a pas toujours le réflexe de se poser la question de est-ce que c'est rentable ou est-ce que ça va balancer, est-ce que ça en vaut la peine financièrement? C'est quoi le retour sur investissement de mettre 10 millions dans ça ou dans ça? Puis des fois, il n'y a pas de réponse simple ou évidente, mais je pense qu'on doit développer ces réflexes-là pour bien gérer les deniers publics, puis aussi avoir une organisation qui va être le plus efficiente, le plus agile possible. J'aime ça. Moi, c'est comme la musique à mes oreilles, puis j'aimerais ça qu'il y ait plus d'entrepreneuriat dans le service public. Je pense que c'était Bernard Landry qui disait « Tu ne deviens pas politicien si tu n'aimes pas ça régler des problèmes », mais la même citation s'applique à l'entrepreneuriat. Tu ne deviens pas entrepreneur si tu n'aimes pas ça régler des problèmes dans la vie. En fait, si tu te lances dans l'entrepreneuriat en disant « Je vais devenir riche », tu n'es pas là pour les bonnes raisons. Malheureusement, des fois, ça, on le voit. Les vidéoclips où est-ce que c'est le mode de vie de comment je vais avoir de l'argent, je vais être le bas, je vais décider. C'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est de développer une technologie, un service, un produit, puis c'est de le faire rayonner par la suite, puis c'est de t'impliquer avec passion dans quelque chose que tu aimes, dans quelque chose qui te stimule.
puis de réussir à créer un écosystème de gens qui vont t'entourer puis qui vont t'aider à monter, à aller plus loin. Si l'argent est ta motivation, t'es là pour les mauvaises raisons. Tu vas te planter parce que... T'espères que si tu réussis bien, ça va fonctionner. C'est de puis l'argent va venir, l'oxygène, en effet. Puis c'est un peu ma prochaine question que j'ai pour toi. C'est quoi les aspects par rapport à l'entrepreneuriat puis la politique? Qu'est-ce qui est plus facile ou c'est quoi les aspects positifs de la politique par rapport à l'entrepreneuriat? Puis c'est quoi les aspects négatifs, tu dirais? Qu'est-ce qui est plus facile parce que, justement, tu es un décideur dans le service public aujourd'hui? J'ai envie de dire que ce qui est, en fait, l'avantage d'un gouvernement, c'est aussi son désavantage. Donc, l'avantage d'un gouvernement, c'est que c'est un gros bateau où est-ce que tu as beaucoup de ressources. Par exemple, à la Ville de Laval, on est 4700 employés. Fait que tu as 4700 professionnels qui partent des finances à l'ingénierie, aux avocats. Tu as vraiment t'as une grande équipe. 360. Avec beaucoup, 360 avec beaucoup de talent. Tu as beaucoup de ressources. Le budget de la Ville, c'est 1,2 milliard de budget d'opération, 1,5 milliard d'investissements sur 3 ans. Donc, tu as un gros bateau qui peut aller très loin et qui peut déplacer mer et montagne. Mais c'est aussi son handicap. C'est-à-dire que ce gros bateau-là, il n'est pas facile à faire changer de direction. Alors que l'entreprise, surtout une start-up ou une PME, va être beaucoup plus facile, va être beaucoup plus agile. Tu essaies quelque chose, ça te prend quelques semaines pour le mettre en œuvre, ça ne fonctionne pas, tu pivotes, tu changes. Quand tu es en tête de gouvernement, ça, là, changer de direction, ça peut prendre des années. Parce que c'est pas juste d'avoir l'idée, c'est pas juste d'avoir la volonté, toi, comme maire ou comme premier ministre ou comme ministre. C'est qu'après ça, il faut que toute l'organisation accepte de changer de direction. Puis t'es pas dans une entreprise où est-ce que tu dis à tes employés, hey, on tourne à droite, tout le monde tourne à droite, puis ça fait pas votre affaire, allez-vous-en. Les gens sont syndiqués. Les élus, c'est pas des employés que tu peux renvoyer, ils sont là pour rester aussi jusqu'au prochain mandat. Ben oui, puis les gens, tu peux pas dire aux gens de déménager si vous n'êtes pas content. Là. C'est leur milieu de vie carrément. Donc c'est pas ton pouvoir ne vient pas d'un lien d'employeur à employé. Ton pouvoir vient de ton pouvoir d'influence. Il faut que tu essaies d'amener tes idées puis d'expliquer pourquoi qu'on devrait le faire. Puis il faut que tu réussisses à ce que les gens embarquent. Puis ça sera jamais parfait parce que quand tu es 4-5 000 personnes, c'est sûr que c'est pas 100% des gens qui vont être d'accord avec la direction à prendre. Mais il faut qu'il y ait une majorité de gens qui disent « OK, ça vaut peut-être la peine ». Et ça, plus le bateau il est gros, plus ça prend du temps à faire un virage. Donc, moi, une des choses que j'ai beaucoup appris, puis que je travaille encore, c'est la patience. Parce que moi, j'aime ça quand les choses se passent. Je suis un gars d'action. Puis ça, j'avoue que dans un gouvernement, faut que tu sois patient. Mais parlons-en, parce que TerraX a quand même été un projet qui va vite, dans le sens que l'idée est venue en 2019. La première cohorte, c'est 2023-2024, si je ne me trompe pas. Donc, 5 ans d'un point de vue d'un projet municipal, c'est somme toute rapide, on ne se le cachera pas. Là. Puis, si on se projette dans 10 ans, par exemple, est-ce que l'objectif, c'est d'avoir changé le visage économique de la Ville de Laval? Ça serait quoi ton scénario, ta coupe Stanley avec le projet de TerraX, justement? Que Laval soit rendu vraiment un endroit où l'innovation est foisonnante, autant au sein de la ville que parmi nos entreprises. On parle beaucoup des tarifs vis-à-vis des États-Unis en ce moment. Il y a beaucoup d'écueils, mais tu sais, ultimement, si nos entreprises sont capables d'offrir les meilleurs produits ou les meilleurs services ou au meilleur prix, on va continuer à se démarquer. On va continuer à avoir des opportunités qui vont se présenter à nous. Donc, moi, mon rêve, en fait, ça serait que Laval soit vraiment une terre d'innovation. En fait, pas juste pour la municipalité, mais pour l'ensemble des entreprises. Je pense que ça sera mission accomplie. Puis même si on ne réussit pas à faire de Laval une Silicon Valley à grande échelle, ne serait-ce que pour toutes les entreprises ou les entrepreneuses qui vont passer par ici, si eux, ça leur donne de l'essence pour poursuivre leur projet, puis qu'il y en a quelques-uns parmi eux qui réussissent, pour moi, ça va être mission accomplie. Puis même, tu sais, une réussite, c'est pas tout le temps que ton entreprise vive pendant 30 ans puis fasse 1 milliard de chiffre d'affaires. Moi, mon entreprise, ça n'a pas été un succès. Mais j'ai tellement appris pendant les 2-3 ans que j'ai travaillé sur ce projet-là. Et ça, c'est une expertise que tu amènes avec toi le reste de ta vie, peu importe le rôle que tu vas jouer dans la société. Donc, si on a des gens dans la société qui sont allumés, qui ont un bon bagage derrière eux, qui sont passionnés par l'innovation. Parce que, puis pourquoi je parle d'innovation, c'est, je le disais tantôt, c'est pas la technologie pour la technologie, c'est pas ça qui est important. C'est que comme citoyen, des fois, on chiale, on n'est pas content, on se plaint. Mais tu peux pas
en fait, si tu te plains et tu trouves que les choses vont pas bien, il faut que tu changes la façon de travailler. Tu peux pas Tu juste... chiales pour chialer, mais tu n'amènes pas de solution. Si tu chiales, mais que tu veux pas changer les choses, c'est que tu vas rester au même endroit qui est pas plaisant, qui est pas recevable. Donc, c'est comme si toi, on n'est pas satisfait de comment les choses fonctionnent. À quelque part, il faut que le gouvernement essaie des choses nouvelles. Puis ça ne sera pas un succès à chaque fois. Des fois, on va se planter. Mais au moins, il faut essayer. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que comme entrepreneur, en fait, c'est pas nécessairement le succès à la fois, mais c'est d'avoir cette culture-là, d'avoir cette option-là de dire, je me lance en affaires. Puis si je me lance à Laval, mais en fait, c'est une terre d'accueil, je sais qu'ils vont m'accueillir, je sais que je vais pouvoir essayer. Si ça n'a pas marché, c'est pas grave, tant pis, j'aurais essayé, mais au moins, je suis pas obligé de déménager, je suis pas obligé de changer ma famille pour venir faire ce test-là. Puis je pense que c'est là que moi, j'adhère à ce discours-là d'HeteroX, c'est de dire, c'est possible de le faire en dehors de Montréal, c'est possible de le faire en dehors de Silicon Valley. Puis Laval, en fait, moi, je rêverais d'une ville qui dise, nous, on est une terre d'accueil des technologies, puis il y a un hub ici foisonnant. Fait, en tout cas, mission accomplie. J'avais posé la question à Bernard en début d'entrevue, si le projet HeteroX, pas si, mais lorsque le projet HeteroX sera à maturité, est-ce qu'on change le slogan de la ville de Laval? C'est intéressant parce que Laval a toujours eu... Tous les slogans qu'on a eus dans notre histoire reflétaient tout le temps d'une certaine manière l'avenir. J'aime ça. Là, maintenant, c'est Laval, une île d'exception. Ça a longtemps été Laval, justement une ville d'avenir. Je me rappelle, dans les années 60, le slogan, c'était « Tous les avantages de la grande ville avec les avantages de la campagne ». Mais il y a toujours eu à Laval... On a toujours vu Laval comme une ville non aboutie, incomplète. Mais il y a aussi eu le pendant positif qu'on s'est toujours vu comme une ville où le meilleur était à venir. Où est-ce qu'on était plus moderne, où est-ce que tout était possible. Puis on est encore une ville jeune, en pleine création. Je regardais cet été, on avait 33 grues sur le territoire qui construisaient du logement. On a des centres d'achat qui vont se redévelopper, mais on en a plusieurs. Puis chaque centre d'achat qui va se redévelopper, c'est une opportunité de créer des nouveaux parcs, des nouvelles places publiques, puis de faire quelque chose de beau au goût du jour avec les meilleures pratiques en termes d'aménagement des villes. Donc, il y a vraiment... c'est ça. Je pense que... Est-ce qu'on va changer ce slogan de la ville de Laval? Peut-être. Mais il y a une face qui change de la ville de Laval parce que maintenant, il y a des universités, il y a un stade, mais en fait, un aréna. J'étais là l'été passé pour un spectacle à Place Belle, puis je me sentais au centre-ville de Montréal, carrément. Puis ça, c'est peut-être depuis les 4-5 dernières années que ça a été, il y a eu ce changement de paradigme-là. Est-ce que ça crée des insatisfaits? Des gens qui sont là, qui habitent à Laval depuis les années 70, puis là, on dit « Ah, je reconnais plus ma ville, mon Dieu, c'est rendu un centre-ville » ou est-ce qu'au contraire, tout le monde est content de voir ce changement de visage? Je dirais que la grande majorité, les gens sont heureux. Puis je pense que l'approche qu'on a prise, et ça en est une bonne, on a dit nos territoires agricoles, on y touche pas, ça reste agricole. Les quartiers de maisons unifamiliales qui sont tranquilles, puis c'est ça que les gens et les familles aiment de Laval, souvent c'est les petites rues tranquilles, on y touche pas, ils vont rester comme ça. Par contre, nos grands centres d'achat qui sont des mares de stationnement, les grands boulevards, la proximité, les alentours des métros, ça, on le redéveloppe. Et on travaille avec les propriétaires souvent des terrains pour les encourager à se redévelopper. Et ça permet de créer des nouveaux milieux de vie. Puis j'ai envie de dire, la plupart des gens sont très satisfaits de voir comment la ville se transforme. On vient de passer une élection municipale. J'étais craintif parce que ça va pas bien dans le monde en ce moment. Puis on l'a vu, là, Legault s'est fait montrer la porte, Trudeau s'est fait montrer la porte, Trump a rentré. Le coût de la vie a augmenté, les gens sont plus frustrés et les gens expriment cette frustration-là vis-à-vis de la classe politique en ce moment. Et donc, j'ai embarqué dans l'aventure de la dernière élection municipale en me disant « ça se peut que je passe au cash ». Et finalement, non. Plus belle victoire de l'histoire de notre parti, 3 élus de plus, plus des 2/3 des sièges au conseil des villes. Fait que, visiblement, ces transformations-là ne plaisent pas à 100% des gens, mais plaisent à une grande majorité. Bien, tu m'ouvres la porte, puis c'était pas dans mes questions, fait que je me permets. Il y a quand même un mouvement au Québec avec Catherine Fournier à Longueuil, Maude Marquis-Bissonnette qui est à Gatineau, Stéphane Boyer, toi qui est à Laval. Beaucoup de jeunes élus, la mairesse de Sherbrooke aussi qui est plutôt jeune. Est-ce que dans l'échiquier municipal, tu sens un changement de paradigme? Tu sens que là, la génération, les millennials ont pris un peu le contrôle des municipalités. Bien, ça change beaucoup plus rapidement cette culture-là dans les villes? Bien, c'est sûr que la culture change avec chaque génération qui prend la relève.
vient souvent une nouvelle vision, perspective sur les choses. Tu sais, je me rappelle un des premiers gestes que j'ai voulu poser en 2021 quand je suis devenu maire, c'est de dire est-ce qu'on peut faire de l'éco-fiscalité? Tu sais, on essaie de transformer la société puis transformer comment nos citoyens agissent. Puis on l'a toujours fait juste par règlement puis par loi. Mais une loi ou un règlement, c'est juste un bâton. Là. C'est noir ou blanc. C'est tout le monde peut le faire ou personne ne peut le faire. Fait que c'est des changements très radicaux qui sont très durs à faire accepter. Alors que de changer la fiscalité, d'encourager financièrement les bons comportements puis décourager financièrement les mauvais, c'est beaucoup plus subtil. Smooth. Ben oui. Sortir la carotte. Exact. Puis quand j'ai emmené ça à nos fonctionnaires aux finances, là, c'est comme, j'ai l'air d'être un extraterrestre avec cette idée-là, alors que moi, je me rappelais de mes cours au secondaire qu'on nous disait, tu sais, que justement, l'homo economicus agit en fonction, justement, des coûts de ses gestes. Et finalement, ça a été dur de faire accepter ce changement de philosophie-là. Mais on a fait un premier projet qui a été un beau succès. Puis nos employés ont gagné confiance avec ça. Puis d'après, on a fait un deuxième. Puis on est rendu avec, je pense, 5 mesures d'éco-fiscalité. Puis là, l'année dernière, ils m'ont déposé un plan pour en mettre 14 nouvelles. Puis là, on a fait, wow, on va aller étape par étape. T'as quasiment perdu le contrôle sur le mouvement. On a passé de, voyons donc, on n'a jamais fait ça, pourquoi qu'on le ferait, à aujourd'hui, les gens sont emballés au sein de la ville de faire des mesures d'éco-fiscalité. On est allé présenter, en fait, ce que Laval faisait à l'Union des municipalités du Québec. Il y a eu 457 élus de partout à travers la province qui sont venus écouter qu'est-ce qui se passe à Laval sur ce plan-là. Puis après ça, on a été invité en Alberta par 3000 élus municipaux de partout à travers la province, le Canada, en fait. Donc, on a passé, en fait, d'une ville qui n'en faisait pas du tout, comme toutes les autres, à être un champion en seulement 4 ans. Puis c'est des projets pilotes, en fait, qui parlent de soi-même. C'est un changement de culture et ça marche et ça s'implante. Au final, TerraX, c'est un projet pilote qui a bien fonctionné, en fait. Est-ce que ça a été dur aussi à faire accepter par l'équipe, par les élus, par le conseil municipal? J'ai envie de dire, c'est un projet qui est porté par le développement économique. Puis ce qui est fun du développement économique, il y a cette mentalité-là, justement, d'entrepreneur. Exact. Tu sais, quand je dis des fois, il faut être patient, puis qu'on peut pas réussir à tous les coups. Quand je suis devenu conseiller municipal en 2013, je me rappelle être allé voir le développement économique puis dire hey, j'ai une idée, on peut-tu faire un incubateur, puis un hub, puis il y en a plein à Montréal, faisons ça ici. Puis ça a pris un bout de temps avant qu'on... Mais la ville, c'était pas le bon contexte. On sortait de la commission Charbonneau, la confiance n'était plus là, il fallait un peu restructurer la ville avant de se lancer dans des nouveaux défis. Puis... on s'est essayé sur 1 ou 2 projets d'incubateurs qui n'ont pas été des succès. On en a lancé un en commerce de détail, mais est arrivé la pandémie, mauvais timing. Ça n'a pas toujours été un succès dès le jour 1. Mais là, je suis très content de voir qu'aujourd'hui, on y est. Puis TerraX, c'est un bel exemple de succès où est-ce qu'on a plusieurs entreprises qui sont ici. Et donc, on a réussi, en fait... à implanter ce qu'on voulait implanter. Puis je le répète, c'est la 3e cohorte, en fait, qui est lancée actuellement en 2026 pour TerraX. C'est vraiment... Je pense qu'il faut s'y intéresser. Si on est un entrepreneur avec une start-up en commercialisation, il faut regarder, en fait, au moins l'offre de TerraX aujourd'hui. Stéphane Boyer, merci énormément d'être venu, nous avoir expliqué ta vision. Ce que j'aime beaucoup de ton discours, c'est que tu es très lucide sur l'état de la ville, sur de où tu pars, donc vraiment l'état actuel et où tu veux l'emmener. Puis je pense que c'est ça les grandes qualités d'un bon entrepreneur, c'est de dire, on va pas se compter de menterie, on va être pragmatique, mais en fait, on regarde vers l'avant et on avance. Donc, merci énormément. Un grand plaisir. Puis je m'adresse aux auditeurs, en fait, donc, allez voir le site web de TerraX, venez leur écrire, venez faire un tour, venez prendre un café, en fait, dans les espaces, parce que c'est super accueillant, c'est très lumineux, et vous allez pouvoir, en fait, prendre la décision. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez, vous projetez? Moi, j'ai été agréablement surpris à quel point c'était facile d'accès, c'est proche de tout. Donc, c'est vraiment un mouvement, un momentum qui se passe actuellement à Laval. Donc, Silicon de Laval, on regarde ça. On va faire un épisode follow-up peut-être dans 1 an ou 2, voir où est-ce que ça s'en va. Donc, allez voir ça. C'était Étienne Crevier qui vous remercie encore une fois d'avoir été là. Allez voir notre site web www.lesdérangeants.com. Abonnez-vous, Spotify, Google Podcast, Apple. On est sur toutes les plateformes. On va mettre une foule de ressources et le lien pour le site web de TerraX pour aller chercher l'information sur notre site web. On vous remercie encore une fois. On vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!